Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice pour mesurer la vitesse du son dans l'air. Alors la manip est la suivante. Vous avez en fait, on prend un tuyau d'arrosage, enfin on prend un tuyau en fait. Et bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est un tuyau d'arrosage qui fait 3,25 mètres de long. Et ce que j'ai fait, j'ai tapé avec le plat de la main sur une extrémité et j'ai mis un micro à l'autre extrémité et j'ai simplement enregistré le signal. Donc là, on voit déjà, là vous avez le signal, ici. Et ce que vous remarquez, c'est qu'on observe des échos. En fait, le signal, ce qu'il fait, c'est que quand je donne une percussion avec le plat de la main sur une extrémité du tube, le signal, il parcourt le tube et en fait, il revient, et, enfin, il fait plusieurs allers-retours dans le tube et forcément, il s'atténue et il finit par disparaître. Mais on arrive à voir quand même quelques échos. Et évidemment, le temps mis pour faire par le signal sonore pour parcourir la longueur du tube permet de remonter directement à la vitesse du son. Alors évidemment, la vitesse du son pour un signal sonore guidé n'est pas forcément la même vitesse que pour un signal sonore qui est en propagation libre. Donc ça, alors je vais supposer que c'est la même chose. Donc on va admettre ce résultat. Et en fait, ce qu'on va trouver, c'est quand même va quand même nous convaincre que cette hypothèse elle n'est pas complètement déraisonnable. Alors, ce qui peut se passer, c'est lorsque vous augmentez le diamètre du tube, et qu'il est à peu près de la longueur d'onde des ondes sonores. En fait, le signal, il peut du fait qu'il rebondisse sur les parois, fait que ça perturbe, c'est là que ça perturbe le plus la propagation. Le fait que donc, le diamètre du tube soit à peu près de l'ordre du centimètre, finalement c'est plutôt une bonne chose pour cette expérience. Et on va voir que ça donne quand même des bons résultats. Je vous montre le matériel que j'ai utilisé. Donc voilà, j'ai utilisé, là vous avez le tuyau d'arrosage que j'ai utilisé, il fait 3,25 mètres de longueur. J'ai tapé d'un côté avec le plat de la main et je mets un micro que je connecte à un ordinateur et j'enregistre le signal. Donc la manip elle est assez simple à réaliser. Donc, et ce qu'on vous demande, c'est à partir de ce chronogramme, c'est d'en déduire la vitesse du son. Alors si on regarde attentivement le chronogramme, donc je vais zoomer dessus, il y a un détail que vous pouvez remarquer. Ici vous avez le signal qui monte, puis après qui descend brutalement, puis après ça fait un certain motif. Et quand vous regardez, eh bien, vous avez le motif inverse. Le signal en fait c'est inversé entre là et là. Et puis si vous regardez cette partie là qui descend avant que ici ça remonte, et ben ça c'est de nouveau inversé. Donc c'est le signal en fait, ce qu'il fait c'est qu'il s'inverse entre deux échos successifs. Et pour comprendre ça, en fait c'est assez simple. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau des extrémités. Donc je vais représenter mon tuyau d'arrosage comme ceci. Je mets le micro d'un côté. Donc voilà, on va dire ça c'est le micro. Bon, ça ressemble à une sorte de cornet de glace, bon tant pis, c'est pas grave. Donc là vous avez le câble, on va au PC, qui va enregistrer le signal. Et vous avez donc le signal qui suite à la percussion. Donc vous imaginez, vous avez ma main, alors la représentation de ma main, on va dire que c'est ce truc-là, qui ferme le tube. Voilà. Et le signal
se propage vers le micro. En fait. Donc, imaginons, ça donne ceci. Donc là, vous avez comme axe vertical, on va dire que c'est le signal, et je vais prendre comme signal la surpression. Donc j'aurais pu également prendre la vitesse locale du fluide, hein, donc de l'air. Vous avez le signal qui se propage dans cette direction. Et quand il arrive au bout du tube, curieusement, le signal, il n'y en a qu'une petite partie qui sort. Donc ce que vous avez, c'est une petite partie qui va être enregistrée dans le micro. Et le gros du signal, ce qu'il fait, c'est qu'il fait demi-tour. Et lorsqu'il fait demi-tour, il s'inverse. Donc ça fait un truc comme ça. Et ce signal se propage, revient dans l'autre sens. Alors pourquoi il s'inverse? L'extrémité est en contact avec l'atmosphère. Et l'atmosphère, je vais voir ça comme un réservoir de pression. Ce qui fait que, en fait, l'atmosphère le fait que la pression soit toujours un bar, va toujours s'arranger pour que ici le signal soit nul, ce qui n'est pas sur pression en fait, tout simplement. Et que lorsque on impose un signal nul à une extrémité d'un milieu de propagation, et bien le signal s'inverse. Hein, c'est un peu comme la corde que je tiens, hein, qui est fixe. Et bien lorsqu'il y a une onde qui arrive au niveau de la corde, et bien l'onde qui se réfléchit, elle s'est inversée. En revanche, lorsque le signal arrive au niveau de l'extrémité qui est fermée, donc ici, vous le voyez bien, je le refais, ici, cette fois-ci le signal, alors je vais le mettre en rouge, le signal ne s'inverse pas. Ce qui fait que quand le signal il repart, donc vous imaginez le signal vert là qui se déplace, quand il arrive ici, en fait, avec une extrémité qui est fermée, la pression elle peut prendre n'importe quelle valeur, contrairement à l'autre extrémité. Ce qui fait que le signal cette fois-ci ne s'inverse pas. Donc l'exemple qu'on peut donner, c'est si une vague arrive sur une jetée par exemple, hein, ou un mur, hein, eh bien ce qui se passe c'est que la vague d'une certaine façon s'écrase sur le mur et repart comme elle est arrivée. C'est-à-dire que si ça faisait vous imaginez une vague, hein, donc c'est une surépaisseur d'eau, et bien quand la vague repart, on a encore une surépaisseur d'eau, le signal ne s'est pas inversé. Ce qui fait que quand le signal repart, ça fait un truc comme ça. Et la direction de propagation, c'est comme ceci. Et ce signal qui va dans cette direction, lorsqu'il arrive ici, et le signal est à l'envers, donc il y a une petite partie qui sort, comme ceci, et qui est enregistrée. Et ça, c'est le deuxième écho. Donc ça, c'est le premier pic enregistré. Et vous avez ici le premier écho. Et on voit que le signal s'est inversé. Donc évidemment, ça ne s'arrête pas là. Donc là, j'arrête les dessins, hein. Mais vous imaginez que lorsque le signal il refait un aller-retour, c'est de nouveau inversé. Une fois qu'on a compris ça, ça va augmenter grandement la précision de ma mesure. Pourquoi? Parce que je sais que le pic qui est ici, qui est en bas, ça correspond au pic qui est en haut dans l'écho suivant, et de nouveau au pic qui est en bas. Parce que quand vous avez un signal comme ça, qui est quand même assez compliqué, hein, puisque ça monte, ça descend, c'est quand même, en plus il y a du bruit, c'est quand même bien de pouvoir identifier précisément un pic. Hein, parce que ça ne va pas donner la même mesure de temps, de durée, de parcours, si je prends le pic qui est en bas ou le pic qui est en haut. Hein, ça fait un petit décalage. Et donc c'est important de bien se rendre compte que le pic en bas là correspond au pic en haut dans l'écho suivant, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut faire des mesures. Je vous fais remarquer que entre le premier pic mesuré et le premier écho, le signal il a parcouru 2 fois la longueur du tuyau. Alors je néglige tous les effets
de bord. Évidemment, quand le signal se réfléchit à l'extrémité du tuyau, je suppose qu'il se réfléchit exactement à l'extrémité du tuyau. C'est-à-dire que l'extrémité que pour le signal sonore, c'est vraiment clair, c'est-à-dire que qu'il ne va pas s'amuser à explorer un petit peu après l'extrémité du tuyau. Ce qui serait pas... On pourrait quand même se poser la question si on prenait un tuyau qui a un diamètre plus important, hein, où la longueur d'onde commencerait à être de l'ordre de grandeur du diamètre du tuyau. Là, ce serait moins évident. Donc, je suppose que la longueur du tuyau, les 3,25 mètres, je peux vraiment m'appuyer là-dessus et que c'est mesuré... que c'est une grandeur qui est mesurée précisément et qui correspond bien à la longueur du tuyau vue par l'onde. Alors on va faire les mesures. Donc je vais... Petit résumé. Donc on va dire ce pic-là correspond à ce pic-là, qui correspond à ce pic-là, qui correspond... Alors ouais, non, je ne vais pas aller plus loin parce que là le signal il est pas assez important. Et donc ce que je vais faire pour plus de précision, c'est que je vais faire la mesure entre ce pic-là et ce pic-là. Et donc je sais que entre ces deux instants, le signal il fait 4 allers-retours. Donc c'est 3,25 mètres, hein, je vous rappelle que c'est la longueur du tuyau, fois 4. Alors pour plus de précision, je vais travailler sur ce graphique et je vais relever précisément l'instant qui est ici et l'instant qui est ici. Voilà, donc là ça demande un petit peu de temps. Alors je vais faire ça de manière un petit peu empirique. Directement sur mon écran, je mesure la longueur et je trouve 13,1 cm. Donc évidemment, vous, quand vous allez faire si vous faites la mesure, vous allez mesurer autre chose. Donc c'est centimètres. Attention, hein, je mets ça entre guillemets parce que l'axe des abscisses, c'est un temps. Hein, donc il faut faire attention. Et quand je mesure au niveau de l'axe des abscisses, pour 0,04 secondes, j'ai 13,8 cm. Donc 13,8 cm, ça correspond à 0,04 secondes. Donc je fais une petite règle de 3 et je vais pouvoir en déduire la durée qui correspond à 13,1 cm. Et donc je trouve une durée qui vaut, donc je vais l'appeler taux, c'est 0,03797 secondes. Et ça, c'est pour une longueur de 4 fois 3,25 mètres. Donc je peux en déduire la célérité du son. Donc ça vaut 4 fois 3,25 divisé par 0,03797. Alors j'ai volontairement gardé 4 chiffres significatifs pour être sûr d'en avoir suffisamment. Donc normalement 3 chiffres significatifs, vu que la longueur est mesurée au centimètre près, aurait suffi. Bon, j'en ai gardé un de plus pour être sûr d'avoir assez de précision. Et je trouve une valeur de 342,3 mètres par seconde. Donc j'ai gardé 4 chiffres significatifs, puisque voilà, j'en ai 3 ici, j'en ai 4 ici, bon j'ai gardé 4 chiffres significatifs, donc ce sera intéressant de faire une estimation, de donner un intervalle de confiance à 95%, c'est ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc je recopie le résultat, donc 342, alors au passage,
quand on tombe sur cette valeur-là, c'est quand même pas mal, parce que à 20 degrés, je crois qu'on est, c'est 343 mètres par seconde. Donc c'est vraiment une détermination qui est précise, enfin, a priori. Hein, quand on a une valeur qui est aussi proche de celle que l'on attend, on doit être assez confiant. Donc j'encadre le résultat, et maintenant je vais m'intéresser à l'établissement d'un intervalle de confiance à 95%. Donc là, je rappelle la formule, c'est la célérité. Donc la formule, c'est 4L sur taux. L'incertitude élargie sur L, bah, c'est 2 fois, c'est au centimètre près la mesure de la longueur du tuyau. Donc c'est 0,01 mètre. Divisé par racine de 3. Hein, donc cette partie-là, c'est une estimation de l'incertitude type, et je multiplie par 2 donc, pour avoir l'incertitude élargie à 95%. Pour la mesure de U de taux, alors je vous rappelle, voilà, je remets le schéma. J'ai mesuré la règle sur mon écran d'ordinateur, et donc la règle étant graduée au millimètre près, je pense que je faisais une mesure au demi-millimètre près, à peu près. Donc ça fait sur 13 cm, au demi-millimètre près, c'est un 26e à peu près. On a 2-3% d'erreur. Voilà. Donc c'est 2-3% de la durée qui est là. Donc ça fait, on fait un petit calcul, on arrive à peu près au millième de seconde, et par sécurité, voilà, donc là je devrais mettre environ égal, donc c'est pas très précis, c'est environ égal, allez, 0,002 secondes, donc c'est 2 millisecondes. À partir de là, je peux calculer U de C avec les incertitudes composées. Donc c'est la formule qui est assez imposante. Hein. Donc je dérive C par rapport à la longueur au carré fois l'incertitude élargie au carré. Je fais la même chose par rapport à la variable taux, U de taux, au carré. Donc il y a un petit calcul à faire, donc qui n'est pas très difficile. Hein. Donc je détaille D2C sur D2L, ça fait 4 sur taux, au carré, U2L au carré. Et lorsque je dérive la célérité par rapport à taux, ben vous savez que la dérivée de 1 sur x, c'est du moins 1 sur x carré. Donc ça donne moins 4L sur taux carré au carré, U de taux au carré. Donc on fait l'application numérique. Alors quand je fais l'application numérique, je tombe sur une valeur qui est un petit peu grande, je trouve, pour U de C. Je trouve 18 mètres par seconde. Donc c'est vraiment beaucoup, parce que, donc à moins d'avoir eu vraiment de la chance, hein, de tomber sur une valeur qui est très proche de la valeur attendue, 18 mètres par seconde, c'est quand même pas extraordinaire. Donc j'ai certainement surestimé la précision dans la mesure du temps. Donc je vais prendre, voilà. Bon, je suis d'accord qu'à ce niveau-là, je pourrais le faire un petit peu mieux, la mesure de U de taux. Mais quand j'ai mesuré avec la règle, je suis parti du principe que je mesurais au demi-millimètre près. Mais c'est vrai qu'à l'œil nu, en fait, on fait beaucoup mieux que ça, parce que ça tombait assez juste sur les graduations. Donc je me permets de mesurer, on va dire, 4 fois mieux. Hein, donc je mesure quasiment, c'est à l'épaisseur d'un trait de graduation de ma règle. Voilà. Donc ça, bon, du coup, c'est à discuter. Hein. Mais en tout cas, vous avez le principe du calcul. Et là, je trouve à peu près 5 mètres
par seconde. Ce qui fait que le chiffre après la virgule, là le 342,3, ben, je vais arrondir, parce que là, vu que la mesure est à 5 mètres par seconde, donc la conclusion, c'est quoi? C'est que C appartient à l'intervalle, donc 342 moins 5, ça fait 337. Et 342 plus 5, donc 347 en mètres par seconde, avec une confiance à 95%. Donc c'est pas extraordinaire comme intervalle, mais en tout cas il est bien, il faut reconnaître qu'il est bien centré. Donc si ça se trouve, j'ai eu beaucoup de chance dans cette manip là. Pour en avoir le cœur net, une solution c'est de refaire la manip un grand nombre de fois, de changer d'expérimentateur, ça aussi c'est important, pour que ça se trouve je fais une erreur systématique qui fait que à chaque fois je décale par rapport à la valeur vraie de la célérité du son. Et donc si je reproduis la manip et que je tombe quasiment toujours sur cette valeur-là, certainement que cet intervalle, je l'ai un petit peu surestimé. Ou au contraire, en refaisant la manip plein de fois, je me rends compte que la fois d'après, je vais tomber sur 338, et puis la fois d'après sur 348, et je vais me rendre compte que finalement, que cet intervalle-là, il est significatif. Donc voilà pour cette première détermination, et je vais vous proposer une deuxième détermination, et cette fois-ci on va étudier le contenu fréquentiel du signal qui est enregistré par le micro. Voilà, j'ai encadré le résultat. Donc je passe à la deuxième question. La manip a été faite en même temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'enregistrement, et j'ai donc fait une percussion avec ma main sur une extrémité du tuyau, et je l'ai fait en fait voilà, une vingtaine de fois. Donc ça fait un enregistrement qui fait 20 secondes à peu près. Et j'ai fait la transformée de Fourier de ce signal. Et ce que je constate, c'est que il apparaît certaines fréquences dans le signal. Donc c'est pas le spectre, il est composé principal. Donc il y a certaines fréquences qui ressortent plus que d'autres. On le voit ici, chaque pic en fait correspond à une fréquence. Et l'objectif c'est d'exploiter ce spectre. Alors je reprends mon tuyau d'arrosage, et je vais m'intéresser aux modes propres qui peuvent apparaître dans ce tuyau là. Donc j'ai une extrémité qui est fermée, là où j'ai fait la percussion avec ma main, et les signaux qui peuvent apparaître, donc si je peux représenter le signal qui correspond au mode de vibration de plus basse fréquence, donc la longueur du tuyau est à peu près ici, donc là on va dire c'est X, ça c'est la surpression que je représente. Et ce que l'on admet, c'est qu'au niveau de l'extrémité fermée, j'ai un maximum, j'ai un ventre de vibration, donc c'est un maximum. Et par contre, au niveau d'extrémité ouverte, le signal doit s'annuler, donc j'ai un nœud de vibration. Et le mode de vibration de plus basse fréquence, il a cette allure-là. Donc, on fait le tracé, ça va ressembler à ceci. Donc je vais représenter le signal à deux instants différents. Donc là j'ai représenté le signal à deux instants différents, donc bon c'est pas parfaitement tracé. Donc on a bien un ventre de vibration en x égale 0 à l'origine, et en x égale L j'ai un nœud de vibration. Donc j'ai un demi-ventre en fait dans le tuyau d'arrosage, ce qui permet d'écrire la relation, la longueur, c'est, alors je vais mettre allez, lambda 0 sur 4. Alors ce que vous devez savoir, c'est que la largeur d'un ventre de vibration, c'est du court, c'est lambda sur 2. Et comme j'ai la moitié d'un ventre de vibration, cette largeur-là, c'est lambda sur 4. Mais c'est aussi la longueur, donc ça donne cette égalité-là. Et on peut en déduire juste après, parce qu'il y a des petites formules que vous connaissez bien. La fréquence du fondamental, c'est... on a F0, c'est C sur lambda 0,
Et donc quand je remplace ce lambda 0 par ce que ça vaut, je trouve C sur 4L. Voilà. Ce que je vais faire, bah, c'est je vais maintenant représenter le mode de vibration de fréquence juste supérieure. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai représenté le mode de vibration. Donc j'ai toujours un ventre de vibration en 0 et j'ai toujours un nœud de vibration en x égale L. Et quand quand je fais les calculs, ça donne quoi? Ça donne la longueur, c'est lambda sur 2, c'est ce que j'ai entre les deux nœuds de vibration, plus lambda sur 4. Donc alors je mets lambda 1 cette fois-ci, sur 2, plus lambda 1 sur 4. Et j'en déduis que la fréquence, c'est sur lambda, donc là j'indique la formule que j'ai utilisée, hein. C'est la fréquence, c'est C sur lambda. Pour retenir cette formule, j'utilise, en fait, parmi toutes les formules qu'il faut connaître, il ne faut pas toutes les apprendre. J'en connais quelques-unes, notamment lambda égale C fois T, ça se retient facilement, une longueur c'est une vitesse fois un temps. Et la période c'est 1 sur F, donc lambda c'est C sur F, donc F égale C sur lambda, enfin bon bref, vous faites les petits calculs qui vont bien et vous avez cette formule là. Et quand on fait les calculs, je trouve, puisque lambda 1, là on met au même dénominateur, donc ça fait 3 lambda 1 sur 4 égale L. Donc 1 sur lambda 1, c'est 3 sur 4L. Donc ça fait 3C sur 4L. Donc je peux encadrer les résultats intermédiaires. Et ce que je vais faire, bah, c'est maintenant traiter le cas général où j'ai n ventres de vibration. Donc j'ai fait le schéma. Alors ici j'ai mis que 2 ventres de vibration, mais on va dire qu'il y en a n. Donc j'ai n ventres de vibration. Donc vous imaginez qu'il peut y en avoir 3, 4, autant que je veux. Plus une moitié qui se trouve ici. Et la longueur, ça vaut quoi? Ça vaut n fois lambda sur 2. Donc c'est du coup je mets lambda n plus lambda n sur 4. Et quand vous faites le calcul, donc ça je vous laisse mettre au même dénominateur et vous trouvez f de n, ça vaut c sur 2l, pardon, n plus 1 demi. Donc je vous laisse vérifier que cette formule elle est correcte. J'encadre le résultat. Donc cette fois-ci, ce résultat, il est plus important que les deux autres juste avant. Pourquoi? Parce que c'est le cas général. Je vérifie que quand je remplace n par 0, je retrouve c sur 4l. Lorsque je remplace n par 1, je retrouve cette formule-là. Donc cette fois-ci, j'ai traité le cas général. Et ce que je vais faire maintenant, une fois que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il n'y a que certaines fréquences qui sont plus représentées que les autres, on va dire que ça c'est du bruit, et on voit bien qu'il y a certaines fréquences qui émergent du bruit. Et bien en fait, chacun de ces pics correspond à un des modes de vibration, donc correspond à un petit n. Donc ce que je vais faire, c'est relever la fréquence d'un maximum de pics, tracer f de n en fonction de n, et normalement les points devraient parfaitement s'aligner. Et la pente, c'est ce qu'on voit ici, c'est dans le diagramme Fn en ordonnée, n en abscisse, c'est C sur 2L. Donc je vais commencer par relever toutes les fréquences, et puis je vais construire le graphe. Alors pour le relevé des fréquences, j'ai zoomé sur le spectre. Donc ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais prendre la règle, je vais regarder à quoi correspond par exemple 600 Hz ou 800 Hz, combien de centimètres ça fait lorsque je pose la règle sur mon écran. Donc vous voyez, je fais les choses simplement, et je vais simplement relever toujours avec la règle, la distance entre l'origine et chaque pic. Donc ça donne les résultats suivants. Donc voilà, j'ai fait toutes les mesures. Je trouve les valeurs suivantes. Alors je vais le marquer à côté. Donc pour 600 Hz, je mesure avec ma règle sur mon écran
144,2 mm. Alors le virgule 2 mm, bon, c'est à l'œil, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, on va dire qu'il faut avoir de bons yeux quand même. C'est un quart de millimètre, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut appréhender, hein, avec l'épaisseur du trait de chaque graduation. On arrive, voilà, on va dire que c'est bon. Et je mesure les valeurs suivantes, hein, pour chaque pic. Voilà, donc j'ai recopié toutes les valeurs. J'ai pas pu aller au-delà de cette longueur parce que ma règle était trop petite, tout simplement. Et quand je fais la règle de 3, puisque 600 Hz ça vaut 142,2 mm, je trouve les fréquences suivantes. Voilà, j'ai recopié, enfin j'ai calculé toutes les fréquences. Alors, petite remarque, certains pics étaient plus difficiles à mesurer que d'autres. J'ai systématiquement pris la valeur la plus grande possible. Hein, si vous regardez bien les pics, pour certains, c'est pas évident de savoir où il est précisément. Donc voilà la règle que j'ai adoptée. Et ce que je vais tracer maintenant, c'est un graphique avec en ordonnée la fréquence et en abscisse n plus 1,5. Alors pourquoi n plus 1,5? Parce que de cette manière, les points ils devraient s'aligner suivant une droite qui passe par l'origine. Hein, je vous remonte la formule, elle est là. Hein, ce truc-là, c'est Y. Enfin, si je dis que c'est Y, donc je le place en ordonnée d'un graphique, et bien le n plus 1,5 qui est là, si je le place en abscisse, ben, ça fait bien une droite. Hein, c'est l'équation d'une droite, y égale une constante fois x. Et cette constante, ben, ça va être la pente de la droite et ça passe bien par l'origine du repère. Donc c'est ce que je vais faire. Donc mettre n plus 1,5 en abscisse et la fréquence Fn, enfin ce que j'ai relevé, en ordonnée. Donc ça c'est à faire. Et normalement les points, ils devraient s'aligner suivant une droite qui passe par l'origine. Donc là, je le représente schématiquement, hein, et ça devrait donner un truc comme cela, si tout va bien. Et la pente, ici, c'est C sur 2L. Donc la mesure de la pente me permettra, connaissant L, de remonter à la valeur de C. Et a priori, je devrais avoir pas mal de précision parce que j'ai à disposition plus d'une dizaine de points de mesure. Donc a priori, ça va être précis. Et ce qui va nous permettre de dire cela, bah, c'est quand on aura tracé notre graphe, si les points sont bien alignés, et ben, ça veut dire que les mesures elles sont correctes, quoi. Voilà, donc je vais construire le graphique. Alors pour construire le graphique, je vais prendre le parti de le faire informatiquement. Donc on peut le faire à la main, bien sûr, mais c'est quand même là un tableur ou un petit programme, c'est quand même bien pratique. Donc je vais pour ça utiliser un petit programme dans le langage, votre langage préféré, c'est-à-dire Python. J'ai déjà précisé, alors je vais éviter de mettre des accents. J'ai déjà précisé toutes les longueurs que j'ai mesurées. Je vous rappelle que la fréquence pour 600 Hz j'ai mesuré 144,2 cm, 144,2 mm. Alors pour faire le tracé, j'ai besoin de NumPy. Pourquoi j'ai besoin de NumPy? Parce que j'utilise le module, le type tableau de ce module-là. J'ai besoin de Matplotlib. Alors si on ne dispose pas d'ordinateur, hein, on peut aussi faire un très joli tracé à la main. Hein. C'est pas du tout gênant, hein, de ne pas avoir d'ordinateur. Mais il faut reconnaître qu'avec un PC, c'est quand même plus précis. L'avantage de NumPy, c'est qu'on peut faire ceci. Donc j'applique la règle de 3, donc je divise par 144,2 et je multiplie par 600 Hz. En faisant cela, alors pourquoi il me... Oui, c'est bon. En faisant cela, hein, cette écriture-là,
avec le type tableau de NumPy, ça va diviser par 144,2 chacune des valeurs là, et ensuite la multiplier par 6. Ce qui fait que en faisant une seule ligne de code, je vais être capable de calculer cette grandeur pour 32, 44, 57 et enfin jusqu'à 182. Donc je peux vous montrer ce que ça donne. J'affiche le résultat, je lance le code, j'enregistre. Voilà, donc le résultat il s'est affiché en bas à droite. Vous avez toutes les fréquences qui sont affichées de 133 Hz jusqu'à 757 Hz. Donc là je garde les chiffres après la virgule puisque c'est la machine qui fait le tracé. Ensuite je fais l'affichage et je commence par créer une fenêtre avec cette syntaxe. Ensuite je trace f de n. Et ensuite je force l'affichage. Et pour que l'affichage se fasse dans une fenêtre à part, j'ai fait une petite manipulation là, très rapidement. Je lance le code, donc c'est le code s'exécute dans une fenêtre externe, et ce que je constate, voilà, c'est déjà que les points ils sont quand même bien alignés, donc ça c'est très positif. Ce que je remarque cependant, c'est que le point 0, 0, enfin, la droite passe pas exactement par l'origine. Donc c'est normal parce que regardez donc là je vais fermer la fenêtre, regardez la syntaxe. Dans la fonction plot, j'ai juste donné les fréquences. Ce qui fait que la fonction plot, elle a juste tracé les fréquences en fonction du numéro d'échantillon. Donc ça évidemment ça va pas. Donc il faut que je crée l'abscisse n plus 1/2. Donc je vais l'appeler x. Et j'utilise cette syntaxe là, np.arrange. J'ai combien de mesures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je vais jusqu'à 13. Et je vais faire plus 1/2. Et je vais regarder ce que ça donne. Et je vais rajouter x ici. Je relance le code. Donc cette fois-ci, le graphe avec l'abscisse correcte, on voit que le prolongement des points passe bien par le point d'abscisse 0, 0. Si je ne m'abuse, attendez, non, finalement, ça ne va toujours pas. Je vais mettre le... Ouais, non, ça ne va toujours pas. Si je regarde la droite, elle est en décalage. Ce qui fait que il faut que je modifie un petit peu mon abscisse. Alors, la raison à ça, c'est quand vous regardez le spectre, en fait, il manque des pics. En fait, certainement qu'il en manque 2. Donc ça c'est dû, j'ai pas d'explication vraiment convaincante à vous donner, à part que c'est certainement le micro de l'ordinateur qui doit couper à partir de 100 Hz. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 100 Hz, ça passe pas. Ce qui fait que ce pic-là doit correspondre à n égale 2. Ça veut dire que il faut que je modifie en conséquence mon code. Donc finalement je fais 2,15 et je vais regarder ce que ça donne. Et donc je déplace la figure pour faire apparaître le point 0, 0. Là par contre, là ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Si je regarde le prolongement des points, ça fait qu'ils sont bien alignés, ça a l'air de passer par 0. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tracer une droite et puis et constater que ça marche bien. Voilà, j'ai mesuré, donc après plusieurs essais, j'ai constaté qu'avec une pente de 52,60, c'est pas mal. Donc ce que je vais rajouter comme tracé, c'est la droite.
Donc je vais faire PLT.plot et comme une droite est définie par 2 points, je vais simplement donner la coordonnée de ces 2 points. Donc d'abord il y a 0, 0, c'est l'origine, puisque la droite elle doit passer par l'origine. Et au niveau de l'abscisse, je vais jusqu'à n égale 15,5 sauf erreur, donc je vais aller jusqu'à 16. Et ici je fais pente fois 16. Et donc normalement ça devrait donner une droite qui est quasiment superposée au point. Et la droite, je vais tracer une droite de couleur rouge, donc c'est pour ça que je mets R. Et le trait, ça veut dire que je complète par un trait fin. Voilà, donc ça a l'air de quand même bien fonctionner, hein. On voit bien les points qui sont très proches de la droite. Et la pente de 52,60, c'est égal à C sur 2L, hein. C'est la théorie qui me dit ça. Donc tout ça a l'air de bien fonctionner. Donc je peux retourner faire mon petit calcul. Donc voilà, j'en étais là. Et je trouve une pente qui vaut C sur 2L. Donc on va écrire ça. Pente égale C sur 2L. Donc on a une pente de C sur 2L qui vaut 59,60. Alors, je vais vérifier la valeur pour être sûr. C'est au niveau du programme. Ou 52,6, pardon. Là, je me suis trompé. 52,6. Alors je mets 52,60 parce que la mesure... en fait, j'hésitais entre 52,59 et 52,60. Donc c'est quand même assez précis. Hein, en fait, j'ai 4 chiffres significatifs. Et quand je fais le calcul, quand je remplace L par 3,25, je trouve une célérité qui vaut 341,9 mètres par seconde. Alors, si on peut calculer l'incertitude élargie, U de C, avec cette méthode, alors c'est un petit peu compliqué, et on trouve à peu près 1 mètre par seconde. Donc c'est une mesure qui est quand même plus précise. C'est plus précis parce qu'il y a beaucoup de points de mesure. Il y a plus d'une dizaine de points de mesure, donc ça c'est quand même pas mal. Donc de fait, la mesure elle est a priori plus précise. Et en plus, quand on regarde le graphe, les points ils étaient quand même bien alignés. Donc ça veut dire que la mesure elle est quand même précise. Et ce qui fait que on arrive à une incertitude élargie qui est quand même assez petite. Ça fait une détermination relative de 0,3%. Donc c'est vraiment précis. En plus la valeur qu'on trouve elle est quand même très proche de la valeur attendue. On attend à peu près 342-343 mètres par seconde. Alors j'ai pas relevé la température de la pièce quand j'ai fait l'expérience, donc ça, parce que la célérité du son dépend de la température, mais c'est tout à fait les valeurs qu'on attend. Donc finalement, j'ai bien répondu à la question. Je vérifie ça. Affine alors la mesure de la célérité. Donc effectivement, lorsqu'on relève les fréquences, on arrive à un graphe où les points sont bien alignés. Et on en déduit la célérité du son, 341,9, et c'est très proche de la valeur qu'on a trouvée avec la première détermination. Il y a 0,5 mètres par seconde, même moins de 0,5 mètres par seconde de différence, donc ça marche quand même bien, tout ça. Voilà pour ce petit exercice.